Il y a des douleurs qui ne se crient pas, des douleurs qui se vivent dans le silence d'un jardin abandonné, dans la lumière d'une voiture garée la nuit, dans les gestes lents d'un homme qui a cessé de croire en demain. André était cet homme. Après la mort de son fils, il a choisi la seule chose qui lui semblait logique, la haine, organisée, froide, méthodique, jusqu'à ce qu'un appel téléphonique vienne tout bouleverser. Une voix tremblante au bout du fil, une mère, une demande impossible. Et soudain, André s'est retrouvé face à un choix qui allait définir ce qui lui restait de vie. Laisser la mort continuer à tuer ou apprendre à respirer malgré l'absence. Ce que j'ai vu ensuite, je ne l'oublierai jamais. Je connais André depuis 15 ans. Nous sommes voisins, séparés seulement par une haie de lauriers qui a grandi avec le temps, comme notre habitude de nous saluer chaque matin. Il sort toujours vers 7 heures, café à la main, pour arroser les plantes de son jardin. Un homme discret, méthodique, le genre d'homme qui inspire confiance sans jamais chercher l'attention. Mais ce matin-là, en octobre, quelque chose avait changé. André était debout sur son perron, immobile, le regard fixé sur un point invisible au-delà de la rue. Il portait les mêmes vêtements que la veille. Ses mains ne tremblaient pas, mais elles pendaient le long de son corps, comme deux objets inutiles. J'ai failli l'appeler, puis je me suis retenue. Quelque chose dans sa posture m'a arrêtée, une douleur si dense qu'elle semblait repousser les mots. Plus tard dans la journée, j'ai appris par Madame Leclerc, la pharmacienne du quartier, que le fils d'André était mort la nuit précédente. Un accident de voiture. Banal. Stupide. Définitif. Lucas avait 23 ans. Les jours suivants, j'ai observé André à travers les interstices de notre vie quotidienne. Il ne pleurait pas, il ne criait pas. Il existait dans une forme de silence oppressant, comme si la douleur avait consumé toute sa capacité à produire du son. Les stores de sa maison restaient fermés jusqu'à midi. Le jardin, autrefois impeccable, commençait à s'abandonner. Les mauvaises herbes grignotaient les bordures. Un matin, je l'ai croisé devant sa boîte aux lettres. Il tenait une enveloppe dans sa main, une lettre officielle, probablement liée à l'accident. Nos regards se sont rencontrés une seconde. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu chez personne. Un mélange de vide et de rage froide, comme une flamme qui brûlerait sous la glace. « Bonjour, André », ai-je murmuré. Il a hoché la tête, sans un mot, et est rentré chez lui. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas son chagrin. C'était la façon dont il semblait l'organiser, le ranger dans des tiroirs invisibles. Chaque geste était contrôlé. Chaque mouvement semblait calculé pour ne rien laisser échapper. Mais la nuit, j'entendais parfois des bruits sourds venant de chez lui. Des pas lourds, une chaise renversée. Le silence qui suit la colère. Puis, 3 semaines après l'enterrement, j'ai remarqué un détail étrange. André avait commencé à sortir tous les soirs, vers 21 h, avec une chemise cartonnée sous le bras. Il marchait jusqu'à sa voiture, s'asseyait sur le siège conducteur sans démarrer, et restait là, penché sur des papiers, parfois pendant des heures. La lumière intérieure de la voiture projetait son ombre déformée sur le pare-brise. Un soir, en sortant les poubelles, je me suis approchée discrètement. À travers la vitre, j'ai aperçu des documents éparpillés sur le tableau de bord. Le rapport d'accident, des photos de la scène, des articles de journaux. Et au milieu de tout cela, une photo de Lucas, souriant. André ne lisait pas. Il fixait. Il mémorisait. Il gravait chaque détail dans sa mémoire, comme s'il préparait quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je sentais qu'André n'était plus simplement en deuil. Il était en guerre. Contre qui, contre quoi, je ne savais pas encore. Mais quelque chose de lourd, d'irréversible, était en train de se construire dans le silence de sa maison. Et moi, simple voisine, je ne pouvais que regarder. Les semaines passaient comme une eau stagnante. André continuait son rituel nocturne dans la voiture, mais maintenant il y ajoutait quelque chose de nouveau. Il parlait. Je pouvais voir ses lèvres bouger, articuler des phrases que personne n'entendait, des répétitions, des arguments, des confrontations imaginaires avec un interlocuteur invisible. Un après-midi, le frère d'André est venu lui rendre visite. Michel, un homme corpulent au visage rougi par l'habitude du pastis, est resté moins d'1 heure.
Quand il est sorti, je l'ai croisé par hasard devant la boulangerie. « Comment va André ?» ai-je osé demander. Michel a secoué la tête, l'air exaspéré. Il est en train de se perdre. Il ne parle que de justice, de responsabilité, de faire payer celui qui a tué Lucas. Il a baissé la voix. Le gamin qui conduisait, il avait 19 ans. Il regardait son téléphone 2 secondes. 2 secondes. Mais André, lui, il veut... Je ne sais même pas ce qu'il veut. Une vengeance qui n'existe pas. Ces mots m'ont glacé. J'ai commencé à observer André différemment. Ses sorties n'étaient plus seulement nocturnes. Certains jours, il partait en voiture l'après-midi et ne revenait qu'à la tombée de la nuit. Une fois, je l'ai vu stationner devant le lycée du quartier voisin, les mains crispées sur le volant, fixant les jeunes qui sortaient. Cherchait-il le jeune conducteur? Voulait-il simplement voir son visage? Madame Petit, notre autre voisine, une femme pieuse qui fréquente assidûment l'église, a tenté une approche. Elle a sonné chez André avec une tarte aux pommes et des paroles de réconfort. « Il faut pardonner, André, pour votre propre paix. Lucas ne voudrait pas vous voir comme ça. » André l'a regardé avec une politesse glaciale. « Merci pour la tarte. » Puis il a refermé la porte. Le lendemain, Madame Petit m'a confié, les larmes aux yeux, « Cet homme cultive la haine. Il refuse la grâce de Dieu. Si ça continue, c'est son âme qui mourra. » Peut-être avait-elle raison, peut-être se trompait-elle complètement. Mais moi, je voyais autre chose dans les yeux d'André. Pas seulement de la haine, mais une forme désespérée de rester connecté à son fils. Comme si abandonner la colère signifiait abandonner Lucas lui-même. Un soir de novembre, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, j'ai entendu des éclats de voix venant de chez André. Michel était revenu. Leurs cris traversèrent les murs. « Tu crois que Lucas voudrait ça? Tu crois qu'il voudrait que tu gâches ce qu'il te reste de vie? Ne me parle pas de ce qu'il voudrait. Tu ne sais rien. » « Alors quoi? Tu vas faire quoi, André? Le tuer, ce gamin? Ça ramènera Lucas? » Un silence. Puis une porte qui claque. Michel est reparti en trombe. Cette nuit-là, la lumière était restée allumée chez André jusqu'à l'aube. Et moi, derrière ma fenêtre, je me suis sentie complètement impuissante. J'observais un homme se noyer lentement, et je ne savais pas comment lui tendre la main sans me noyer avec lui. Quelque chose allait céder. Je le sentais. Mais je ne savais pas encore dans quel sens. Décembre est arrivé avec son cortège de lumière de Noël qui rendait l'absence encore plus criante. La maison d'André restait sombre, comme une dent manquante dans le sourire forcé du quartier. Je ne le voyais presque plus. Il sortait très tôt, avant que je ne me lève, et rentrait tard. Sa voiture disparaissait pendant des journées entières. Le courrier s'accumulait dans sa boîte aux lettres. Les mauvaises herbes avaient définitivement conquis son jardin. Un matin, j'ai trouvé le courage de frapper à sa porte. J'avais préparé un prétexte, un colis livré chez moi par erreur. Mais quand il a ouvert, j'ai oublié mes mots. André avait maigri. Ses joues creusées donnaient à son visage une dureté presque minérale. Ses yeux, autrefois chaleureux, étaient devenus 2 points fixes, comme ceux d'un homme qui a cessé de voir le présent pour ne contempler qu'un passé figé. « Oui ?» a-t-il demandé, sans vraiment me regarder. Je voulais juste savoir si vous alliez bien. » Il a esquissé quelque chose qui ressemblait à un sourire, mais qui n'en était pas un. « Je vais bien, merci. » La porte s'est refermée doucement, fermement. J'ai compris ce jour-là qu'André avait construit un mur. Pas seulement autour de lui, mais à l'intérieur de lui. Un mur fait de chagrins compressés, de questions sans réponse et d'une colère si profonde qu'elle était devenue sa seule compagnie fidèle. Les rumeurs dans le quartier se sont multipliées. On disait qu'il avait tenté de contacter la famille du jeune conducteur, que des avocats étaient impliqués, que la justice ne suffisait pas, qu'il voulait plus. Mais personne ne savait vraiment. André était devenu une énigme, un homme qui vivait parmi nous sans vraiment y être. Puis, la veille de Noël, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai vu André sortir de chez lui en milieu d'après-midi, habillé plus soigneusement que d'habitude. Il portait une chemise propre, une veste. Il tenait son téléphone à la main, le regardait fixement, comme s'il contenait une question impossible. Il est monté dans sa voiture, mais n'a pas démarré tout de suite. Pendant 10 minutes, peut-être plus, il est resté là, immobile,
la tête appuyée contre le volant. Puis il a redressé les épaules, a pris une grande inspiration et a composé un numéro. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Mais je voyais son visage à travers le pare-brise. Et ce que j'y ai lu m'a serré le cœur, une bataille intérieure si violente que même de loin, elle était palpable. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà observé quelqu'un lutter contre une décision qui pourrait tout changer. Quelqu'un au bord d'un précipice invisible, hésitant entre sauter ou reculer. Si vous avez vécu cela, vous savez que ces moments-là sont silencieux, mais qu'ils résonnent comme du tonnerre. Laissez un commentaire si cette histoire fait écho à quelque chose en vous. La conversation a duré moins de 5 minutes. Quand André a raccroché, il est resté figé, le téléphone encore contre son oreille. Puis il est rentré chez lui et sa maison est restée silencieuse jusqu'au lendemain. Je ne savais pas encore ce qui s'était dit dans cet appel, mais j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Est arrivé dans un silence de neige fondue. André était différent, pas apaisé. Non, ce serait trop simple. Mais quelque chose dans sa démarche avait changé. Il marchait comme quelqu'un qui porte un poids, mais qui a décidé de le porter autrement. Un après-midi, alors que je rentrais du marché, j'ai vu une voiture inconnue garée devant chez lui. Une vieille Peugeot grise avec un autocollant de lycée sur la vitre arrière. Mon cœur s'est serré. Je connaissais cette voiture. Tout le quartier la connaissait d'une certaine façon. C'était celle dont on murmurait le nom dans les conversations interrompues. J'ai hésité, puis j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. Je me suis approché de ma haie, assez près pour apercevoir le jardin d'André. 2 silhouettes étaient assises sur le banc en bois, près du vieux cerisier. André, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Et à côté de lui, un jeune homme maigre, voûté, qui fixait le sol comme s'il cherchait à y disparaître. Il ne parlait pas. Il restait simplement là, dans un silence épais, lourd de tout ce qui ne pouvait pas être dit. Puis le jeune homme a murmuré quelque chose, trop bas pour que je l'entende. André a tourné la tête vers lui, lentement, et pendant une seconde interminable, j'ai cru qu'il allait exploser, crier, frapper. Mais non, il a simplement hoché la tête. Cette scène m'a hanté pendant des jours. Je ne comprenais pas. Comment André, qui avait cultivé sa rage comme un jardin secret, pouvait-il accepter de s'asseoir à côté de celui qui avait détruit sa vie? Qu'est-ce qui s'était passé lors de cet appel de Noël? La réponse m'est venue par hasard, 3 semaines plus tard. Madame Leclerc, la pharmacienne, m'a raconté qu'elle avait croisé André dans un café du centre-ville. Il n'était pas seul. Le jeune homme l'accompagnait. Ils buvaient un thé en silence, chacun perdu dans ses pensées, mais ensemble. Pas comme des amis, pas comme des ennemis, comme 2 naufragés accrochés à la même épave. « Je ne sais pas ce qu'il fait », avait murmuré Madame Leclerc, perplexe. « Mais ça me dépasse. » Moi aussi, ça me dépassait. Jusqu'au jour où j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle n'était pas adressée à moi, mais à André. Le facteur s'était trompé. J'aurais dû la lui rapporter immédiatement. Mais l'enveloppe était ouverte, et un coin de papier dépassait. Je l'ai lue. C'était une lettre de la mère du jeune conducteur. Quelques lignes seulement, écrites d'une main tremblante. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Mon fils était en train de mourir de l'intérieur. Vous lui avez donné ce que personne d'autre ne pouvait lui donner. La permission d'exister encore. Je ne vous demande pas d'oublier, mais merci de ne pas l'avoir détruit. » J'ai replié la lettre, les mains tremblantes, submergées par une vague de honte. Pendant tout ce temps, j'avais cru observer André. Mais je n'avais rien vu, rien compris. Il n'avait pas choisi le pardon par bonté. Il l'avait choisi parce que la haine le tuait plus sûrement que le chagrin. Il avait compris quelque chose que nous tous, spectateurs de sa douleur, n'avions pas compris. Que Lucas ne reviendrait pas, mais que la mort pouvait continuer à tuer si on la laissait faire. André n'avait pas pardonné pour sauver le jeune homme. Il avait pardonné pour ne pas devenir un mort-vivant. Le printemps est revenu, et avec lui, quelque chose d'inattendu. Le jardin d'André a recommencé à respirer. Pas tout d'un coup, pas comme avant, mais par petites touches hésitantes, un rosier taillé, des mauvaises herbes arrachées, une bordure redéfinie. Et souvent, le jeune homme était là, à genoux dans la terre, travaillant en silence aux côtés d'André.
Je ne sais pas exactement comment ils en sont arrivés là. Je ne connais pas les mots qui ont été échangés dans l'intimité de leur étrange communion. Mais je sais ce que j'ai vu. 2 hommes apprenant à exister malgré l'irréparable. Le jeune homme, j'ai fini par apprendre qu'il s'appelait Thomas, venait 2 fois par semaine. Parfois, il jardinait. Parfois, il restait assis sur le banc, regardant le ciel sans rien dire. D'autres fois, j'entendais des bribes de conversation à travers la haie. André parlait de Lucas, de ses rêves, de ses rires, de ses colères d'adolescent. Thomas écoutait, le visage grave, portant chaque mot comme une pierre. Un jour, j'ai vu Thomas pleurer. André ne l'a pas consolé. Il a simplement posé une main sur son épaule et l'a laissée là, lourde et présente. Ce n'était pas de l'amitié. Pas au sens où on l'entend habituellement. C'était quelque chose de plus sombre, de plus profond. Un lien forgé dans la douleur, maintenu par une décision renouvelée chaque jour, celle de ne pas laisser la mort avoir le dernier mot. Michel, le frère d'André, est revenu en mars. Je l'ai entendu discuter avec André dans le jardin. « Je ne comprends toujours pas, » disait-il, la voix cassée. « Comment tu peux… »« Je ne peux pas, » a répondu André calmement. « Mais je le fais quand même. Parce que l'alternative, c'est de pourrir de l'intérieur. Et Lucas ne méritait pas ça. Il ne méritait pas que sa mort me tue aussi. » Michel est reparti sans ajouter un mot. Mais avant de monter dans sa voiture, il s'est retourné et a regardé son frère longuement, comme s'il le découvrait pour la première fois. Moi aussi, je découvrais André. Ou plutôt, je réalisais à quel point je ne l'avais jamais vraiment connu. Pendant des mois, j'avais interprété ses silences, jugé ses choix, cru comprendre sa douleur. Mais la vérité, c'est que personne ne peut comprendre ce genre de douleur de l'extérieur. On peut seulement témoigner, observer, et parfois se taire. Aujourd'hui, quand je vois André arroser ses plantes le matin, je ne vois plus le même homme qu'il y a 15 ans. Ce n'est pas qu'il soit guéri. On ne guérit pas de la perte d'un enfant. Mais il a appris à vivre avec un trou dans le cœur, sans le laisser tout engloutir. Thomas vient moins souvent maintenant. Il a repris des études. Il sourit parfois, timidement, comme quelqu'un qui réapprend. Mais quand il passe devant la maison, il salue toujours André. Et André lui rend son salut. Hier soir, j'ai vu André assis seul dans son jardin, une photo de Lucas posée sur le banc à côté de lui. Il ne pleurait pas. Il parlait doucement, comme on parle à quelqu'un qui écoute de très loin. Et j'ai compris que le pardon n'avait pas effacé la douleur. Il l'avait transformée. Il avait empêché qu'elle ne devienne un poison. Il avait permis à André de rester père, même sans fils, de rester humain, même dans l'inhumain. Ce que j'ai appris en observant André, c'est ceci. La rédemption n'est pas un événement, c'est un chemin. Un chemin qu'on n'emprunte pas à pas, en trébuchant souvent, en doutant toujours. Mais un chemin quand même. Et parfois, ce chemin se marche à 2. Même quand tout aurait dû nous séparer pour toujours. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'André? Si quelqu'un vous arrachait ce que vous avez de plus précieux, pourriez-vous choisir autre chose que la vengeance? Je pose la question sincèrement, sans jugement. Parce que le pardon, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas oublier. C'est refuser de laisser la mort avoir le dernier mot. C'est décider que notre douleur ne deviendra pas notre prison. André ne s'est pas réconcilié avec son passé. Il a simplement refusé de pourrir de l'intérieur. Alors je vous demande, qu'est-ce qui vous retient, vous, dans le passé? Quelle haine cultivez-vous en secret? Et surtout, que perdez-vous en la gardant vivante?